Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce groupe concernant la pathologie ovarienne et qui va se dérouler dans le cadre de partage d'apprentissage entre les deux facultés de Marrakech et de Casablanca. Avant de commencer, on voudrait remercier Madame Raïs pour les efforts qu'elle a fournis pour que cette nouvelle initiative se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc ce cours sera présenté par moi-même et par ma collègue Dr Hind Oussihal. Donc, chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cours intitulé « Les tumeurs épithéliales de l'ovaire ». En guise d'introduction, les tumeurs épithéliales de l'ovaire représentent un processus prolifératif primitif ou secondaire, bénin ou malin, d'aspect kystique, solide ou végétant, siégeant au niveau de l'ovaire, et dont la croissance n'est pas directement liée à un dysfonctionnement hormonal. Les tumeurs épithéliales sont les plus fréquentes puisqu'elles représentent à elles seules 80 à 85% de l'ensemble des tumeurs ovariennes. Elles sont le plus souvent asymptomatiques, ce qui rend difficile leur diagnostic précoce et ils sont souvent découvertes à un stade avancé. Leur pronostic reste très sombre. Le rôle du pathologiste est donc d'établir le diagnostic de certitude, morphologique, phénotypique et moléculaire, d'évaluer le degré de malignité, de fournir les éléments conditionnant le pronostic ainsi que les éléments théranostiques. Les intérêts de la question, les tumeurs épithéliales de l'ovaire représentent l'un des problèmes les plus difficiles de la pathologie gynécologique, que ce soit sur le plan clinique, histologique ou pronostique. Leur découverte est souvent tardive, vu l'absence de tests de dépistage satisfaisants. Leur pronostic reste sombre, d'où l'intérêt d'un diagnostic oncogénétique afin de permettre des thérapies plus adaptées. Donc, pour répondre à notre question, on va devoir adopter le plan suivant. Après une brève introduction, on va parler de l'épidémiologie des tumeurs épithéliales de l'ovaire, de leurs facteurs de risque. On fera un petit rappel embryologique, anatomique et histologique. On parlera également de la carcinogénèse ovarienne, des moyens diagnostiques clinico-biologiques, de l'étude anatomopathologique, de leur pronostic du traitement et enfin une conclusion. Sur le plan épidémiologique, le cancer ovarien représente le 5e rang de cancer féminin à l'échelle mondiale et la 4e cause de mortalité par cancer chez les femmes. La survie globale à 5 ans est estimée à moins de 30%. Ils sont souvent découverts à un stade avancé. L'âge médian lors du diagnostic est en général de 65 ans. Pour les facteurs de risque reconnus sont représentés par l'âge au-delà de 50 ans, le tabagisme, les antécédents familiaux de cancer de l'ovaire ou personnels de cancer du sein, la nulliparité et primiparité tardive, la dysgénésie gonadique, une hormonothérapie substitutive ou fécondation in vitro, ainsi que le terrain génétique. Les facteurs de risque possibles sont représentés par l'obésité, l'application de poudre de talc sur les organes génitaux ainsi que l'endométriose. Les facteurs protecteurs sont représentés par la multiparité, la prise de contraceptifs oraux ainsi qu'une alimentation riche en végétaux. Alors pour le rappel embryologique, les gonades sont formées par deux populations cellulaires d'origine embryologique totalement différentes. Il y a d'abord les cellules germinales primordiales, destinées à former les gamètes, notamment les ovocytes chez la femme, et les cellules somatiques, appelées aussi nourricières, qui vont entourer ces cellules germinales. Le développement embryologique de l'appareil génital féminin s'effectue en deux stades. On a d'abord le stade indifférencié, caractérisé par l'apparition de gonocytes primordiaux dès la 3e semaine de développement au niveau de la paroi de la vésicule vitelline. De là, elles vont migrer vers les crêtes génitales. La pénétration de ces gonocytes primordiaux entraînera une réaction de la crête génitale qui se met à proliférer, formant ainsi les cordons sexuels primitifs. Ces cordons vont ensuite entourer les cellules germinales primordiales pour former des gonades indifférenciées. Ensuite, on a le stade de différenciation de l'ovaire qui débutera à la 8e semaine chez la fille. Il est caractérisé par l'apparition de cordons sexuels secondaires, à l'intérieur desquels vont migrer ces gonocytes qui vont se transformer en ovogonies. Les cordons primaires vont se fragmenter en amont, laissant place à du tissu conjonctif lâche, dans lequel se développent de nombreux vaisseaux sanguins. Et de là va naître la partie médulaire de l'ovaire. Puis au cours du 4e mois, les cordons sexuels se désagrègent dans la région corticale en amont pour entourer les ovogonies.
Ainsi, le cortex est formé d'une zone périphérique contenant des ovogonies en prolifération. Alors pour le rappel anatomique, les ovaires sont des organes pairs situés en arrière des trompes. Ils présentent un corps ovoïde, une longueur de 35 mm et une largeur allant de 15 jusqu'à 20 mm. Chaque ovaire comprend deux faces, une latérale et une médiane, deux bords, un dorsal appelé bord libre et un ventral appelé le bord mésovarique, qui représente le i de l'ovaire et la zone de réflexion du péritoine. Il est également formé par deux pôles, un supérieur appelé l'extrémité tubaire et un inférieur appelé l'extrémité utérie. Pour le rappel histologique, l'ovaire est tapissé à la surface d'un épithélium cubique simple. Il est formé de deux zones distinctes, la zone corticale qui est périphérique et la zone médulaire qui est centrale. Alors pour l'épithélium superficiel ovarien, il est formé de cellules péritonéales modifiées monostratifiées qui peuvent être focalement pseudostratifiées. Ce sont des cellules aplaties, cubiques ou cylindriques, contenant des granules sécrétoires cytoplasmiques. Puis on a la zone corticale qui apparaît très densément colorée. C'est la région superficielle constituée par le stroma cortical qui contient les follicules ovariens et ses dérivés, des cellules fibroblastiques ainsi que des cellules sécrétantes de Leydig et de Sertoli. Alors dès la puberté, à chaque cycle ovarien, le follicule va subir plusieurs modifications allant du follicule primordial au follicule mature de Graaff. Et après involution, on aura la formation du corps jaune. Alors pour la zone médulaire, c'est la région centrale qui est richement vascularisée. On lui distingue une zone hilaire formée par les reliquats embryonnaires, par les artères et veines ovariennes, les vaisseaux lymphatiques, des rameaux nerveux et des cellules ganglionnaires. Et puis on a une zone parenchymateuse formée de tissus conjonctifs lâches, parcourus par les vaisseaux qui se distribuent à la corticale ou en proviennent. Donc ceci permet de comprendre un peu l'histologie ou bien l'origine des tumeurs épithéliales. Donc les tumeurs épithéliales vont prendre naissance à partir de l'épithélium de surface, tandis que les tumeurs non épithéliales naissent à partir d'un contingent non épithélial, que ce soit des cellules germinales, que ce soit le stroma au cordon sexuel, ou bien elles peuvent avoir une origine secondaire. Alors maintenant pour la carcinogénèse ovarienne. L'apport de la biologie moléculaire permet de comprendre les voies de carcinogénèse. Nous avons deux types de tumeurs épithéliales, soit qu'elles sont de bas grade, quelle que soit leur nature histologique, ou bien elles peuvent être de haut grade. Alors la fréquence des formes haut grade sont les plus fréquentes. Pour le profil d'expression génétique du bas grade, on note la mutation de BRAF, KRAS, PTNE, de B-caténine, ARID1A et PI3KCA. Tandis que dans le haut grade, nous avons une mutation du P53 et du BRCA. L'instabilité génétique est faible dans le bas grade, mais reste importante dans le haut grade. Les précurseurs dans le bas grade sont représentés par l'endométriose et les tumeurs borderline, alors que le haut grade peut naître soit de novo, ou bien à partir d'un carcinome intraépithélial tubaire séreux. Les types histologiques de bas grade sont représentés par le séreux et l'endométrioïde de bas grade, acellule claire et le mucineux. Et pour le haut grade, il est représenté par le séreux et l'endométrioïde de haut grade, par le carcinome indifférencié et le carcinosarcome. Donc cette figure montre la prévalence des types histologiques des cancers épithélio-ovariens et les modifications moléculaires associées. On voit que les tumeurs séreuses de haut grade sont les plus fréquentes et sont caractérisées par l'inactivation de BRCA avec aussi une mutation P53 et une instabilité chromosomale. Donc on a des théories successives à l'apport de la biologie moléculaire. Il y a une théorie de l'ovulation incessante et des kystes d'inclusion corticale, une hypothèse hormonale en rapport avec l'hyperandrogénie et hyperoestrogénie relatif, une théorie de l'inflammation chronique en rapport avec l'endométriose, et puis l'origine tubaire a été discutée au début des années 2000. Donc pour faire simple, les tumeurs mucineuses naissent à partir de la zone de jonction. Les tumeurs ou bien les cancers à cellules claires et endométrioïdes prennent naissance à partir de lésions d'endométriose. Le cancer de séreux bas grade peut naître à partir des trompes ou de péritoine, tandis que le haut grade peut naître soit des trompes ou du péritoine, ou bien peut provenir de l'épithélium de surface ovarien et des kystes d'inclusion.
Alors, dans le carrefour de pathologie 2019, l'origine du carcinome séreux de haut grade a été discutée. Alors, nous avons 3 origines probables. Si on a une masse ovarienne en absence de STIC, c'est-à-dire de carcinome intraépithélial tubaire séreux, dans ce cas-là, l'origine est ovarienne. Si on a l'absence de STIC, ou bien si pas de STIC, et si masse tubaire sans masse ovarienne, ou bien si on a une trompe qui est englobée dans la masse tubo-ovarienne, l'origine est donc tubaire. Si on n'a pas de STIC et pas d'atteinte muqueuse tubaire et ovaire normale ou envahie en surface de moins de 5 mm, l'origine est donc péritonéale. Passons à présent aux moyens diagnostiques clinico-biologiques. Alors, les circonstances de découverte des tumeurs ovariennes épithéliales ne sont pas spécifiques. Il peut s'agir de signes digestifs, de signes gynécologiques, urinaires, généraux, de syndromes paranéoplasiques, ou bien elles peuvent être découvertes suite à des complications. Sur le plan biologique, on a le dosage des marqueurs tumoraux sériques qui ont un intérêt de suivi, car leur élevation après une chirurgie témoigne de la récidive ou de la persistance de la tumeur. Nous avons le dosage du CA19-9 et l'antigène carcino-embryonnaire en faveur de tumeurs mucineuses et du CA125 en faveur des tumeurs séreuses. Mais attention, ce marqueur peut être normal dans des cancers débutants, comme on peut avoir des faux positifs dans le cas de kystes bénins, d'endométriose, de menstruation, de grossesse ou en cas de cancer ou d'acide néoplasique d'autres origines. Pour l'imagerie, l'échographie pelvienne et vaginale couplée au Doppler couleur sont indiquées en première intention. Ceci permet d'affirmer l'origine ovarienne de la masse, de la décrire, de dépister un épanchement intrapéritonéal, d'examiner l'ovaire contralatéral et l'utérus, de rechercher des pathologies associées et d'apprécier le retentissement sur les voies urinaires. Donc à l'échographie, la malignité sera évoquée si on a l'association d'une ou de plusieurs végétations, d'un diamètre dépassant 6 cm, d'une composante solide importante, de caractère multiloculaire, d'une paroi épaisse et en cas d'extension, ou si présence d'acide. Les autres moyens d'imagerie comme le scanner ou l'IRM abdominopelvienne ne seront indiqués qu'en seconde intention. Ils restent utiles en cas de masse de nature indéterminée, lorsqu'on suspecte une tumeur ovarienne maligne ou bien avant toute chirurgie. Pour la radiographie pulmonaire, elle garde ses indications si on a la suspicion de métastase pulmonaire ou pleurale. Pour l'étude anatomopathologique, on peut procéder à une étude cytologique par analyse du liquide d'acide ou du lavage péritonéal. Par contre, on peut effectuer un examen extemporané à la demande du chirurgien. Celui-ci va conditionner le geste chirurgical ultérieur et définir le type histologique et la nature bénigne ou maligne de la lésion, et d'analyser le tas de la capsule ainsi que l'extension néoplasique à la surface péritonéale. Pour les pièces opératoires, on peut recevoir soit une kystectomie, soit une annexectomie, soit une hystérectomie totale non conservatrice. Avant de commencer tout examen macroscopique, on doit d'abord commencer par l'orientation. La trompe utérine et le mésosalpinx sont d'habitude en avant de l'ovaire et du mésovarium. Puis, on doit peser et mesurer. On doit effectuer une description analysée de la surface tumorale et préciser le caractère uni ou bilatéral de la lésion. Et si présence de formation kystique, on doit mentionner s'il y a présence de rupture capsulaire, présence de végétation, de zones solides, d'épaississement pariétal et la nature du contenu, qui peut être soit hémorragique, soit mucoïde, soit marron chocolat. Les prélèvements doivent intéresser toute l'épaisseur de la paroi kystique et doivent être inclus sur leur tranche, sans oublier d'ancrer la limite d'exercice chirurgical du mésosalpinx en regard des paramètres, et les trompes doivent être débitées en rondelles perpendiculaires à l'axe. Sans oublier que si on reçoit une pièce d'hystérectomie totale, les prélèvements du col utérin et de la paroi utérine et des paramètres sont systématiques. On coupe les deux extrémités, puis on effectue des tranches serrées sur tout le prélèvement. Sans oublier qu'il faut rechercher les ganglions dans le curage ganglionnaire et rechercher les nodules tumoraux si omontectomie.
L'échantillonnage important des tumeurs ovariennes est très important, surtout s'il s'agit de tumeurs mucineuses hétérogènes ou de tumeurs borderline. Dans ce cas, on effectue un prélèvement par centimètre. Et en cas de prélèvements péritoniaux, on effectue un prélèvement par 2 centimètres. L'examen microscopique vise à décrire les principaux éléments morphologiques permettant de classer la tumeur selon le type histologique en précisant le grade de différenciation qui peut être soit haut, soit bas, sans oublier que l'étude immunohistochimique est très importante dans l'analyse de la pathologie ovarienne. On peut aussi avoir recours à la biologie moléculaire. Alors, pour la classification OMS 2014 des tumeurs ovariennes, donc classiquement, nous avons soit des tumeurs épithéliales qui, comme on l'a dit, naissent à partir de l'épithélium de surface et qui sont d'ailleurs les plus fréquentes, soit des tumeurs non épithéliales. Il s'agit des tumeurs germinales, du stroma et cordon sexuel et des métastases ovariennes. Donc la classification OMS 2003 a subi des modifications pour aboutir à la nouvelle version 2014, selon laquelle le carcinome séreux est actuellement divisé en deux, en haut grade et en bas grade. Pour les tumeurs Brenner, nous avons la suppression de l'entité carcinome à cellules transitionnelles. Dans les tumeurs mucineuses, on parle soit de tumeurs mucineuses appelées anciennement intestinales ou séromucineuses anciennement appelées endocervicales. Les autres entités endométrioïdes, acellules claires et indifférenciées restent inchangées. Donc, la classification des tumeurs épithéliales de l'ovaire se fait selon le type cellulaire. Ainsi, on distingue le sous-type séreux, mucineux, endométrioïde, acellules claires, Brenner, séromucineux et indifférenciés. Et selon le degré de malignité, on peut avoir soit des tumeurs bénignes, borderline ou malignes. Donc pour l'étude analytique, on va commencer par les tumeurs séreuses, qui sont d'ailleurs les plus fréquentes des tumeurs ovariennes épithéliales et sont composées essentiellement de cellules ciliées semblables au revêtement tubaire et sont le plus souvent bénignes. Et le problème de diagnostic se pose avec la catégorie borderline. Donc on va commencer par les tumeurs séreuses bénignes. Sur le plan clinique, ils peuvent intéresser tous les âges, mais avec un pic de fréquence entre 40 et 60 ans, et souvent découvert de façon fortuite. L'aspect macroscopique est celui d'une tumeur souvent kystique, c'est ce qu'on appelle le cystadénome séreux, mais parfois on peut avoir l'association de deux contingents kystiques et solides, appelés cystadénofibrome séreux. Le contenu du kyste est en général citrin et clair, mais parfois il peut être muqueux ou séreux muqueux, posant le diagnostic différentiel avec les tumeurs mucineuses lors d'un examen extemporané. À noter aussi qu'on peut parfois avoir une tumeur entièrement papillaire et exophytique, appelée adénofibrome papillaire séreux de surface. L'aspect microscopique, ce sont des tumeurs caractérisées par un revêtement épithélial unistratifié cylindrique cilié, mais sans signe d'atypie nucléaire. Des papilles peuvent être observées et sont revêtues par le même revêtement sus-décrit. Un certain degré de stratification peut être admis, mais il doit représenter moins de 10% de la surface tumorale. Alors la deuxième catégorie sont les tumeurs séreuses borderline. L'âge moyen est à peu près de 46 ans. L'aspect macroscopique est celui d'une tumeur kystique, mais qui présente des excroissances papillaires et polypoïdes. Parfois, elles peuvent être entièrement exophytiques sans contingent kystique. À noter que le compte rendu anapathe doit mentionner le caractère endo- et exophytique de la prolifération papillaire. Alors, dans ces tumeurs borderline, on a plusieurs formes. Tout d'abord, la forme classique, caractérisée par une architecture papillaire, avec des cellules cylindriques ciliées qui ont tendance à se stratifier. Les noyaux sont réguliers, avec un index mitotique peu élevé. Il pose le problème de diagnostic avec des aspects de pseudo-invasion, mais dans les tumeurs borderline, il n'y a pas de stromaréaction desmoplastique ni de destruction stromale. Nous avons aussi la variante micropapillaire qui, comme son nom l'indique, se traduit par une prolifération épithéliale exubérante, formant des micropapilles qui sont 5 fois plus longs que larges. Ces zones micropapillaires et ou cribriformes doivent occuper au moins 5 mm de la surface tumorale. Et puis on a les tumeurs séreuses borderline avec micro-invasion. Ceci se définit par la présence d'un ou de plusieurs foyers infiltrants mesurant chacun moins de 3 mm de diamètre ou 10 mm de surface.
Cette micro-invasion se produit dans l'axe des papilles sous forme de cellules isolées, de petits amas ou de structures papillaires, infiltrant l'axe fibreux des papilles et entourées d'un halo clair. Mais celle-ci n'engendre pas de stroma réaction desmoplastique. Le stroma est habituellement œdémateux. Nous avons aussi les tumeurs séreuses borderline avec des implants péritonéaux. L'implant péritonéal se définit par l'extension au niveau du péritoine. Et on note deux catégories. La forme non invasive, qui est d'ailleurs la plus fréquente, se traduisant par une lésion de petite taille mesurant moins de 1 à 2 cm, avec deux types. Soit le type épithélial, sous forme de lésion papillaire proliférante, ressemblant à la tumeur séreuse borderline associée, ou bien le type desmoplastique, sous forme de tissu de granulation œdémateux, inflammatoire et congestif. Puis on a la forme invasive qui ne représente que 10%, avec des contours irréguliers étoilés et qui détruit le tissu adipeux sous-jacent. Donc le diagnostic différentiel de l'entité borderline se pose avec le cystadénofibrome papillaire séreux, mais là on note l'absence de stratification épithéliale, et avec le cystadénocarcinome papillaire séreux de bas grade, où il existe toujours une infiltration engendrant une stromaréaction desmoplastique et une destruction du tissu ovarien. La troisième catégorie sont les tumeurs malignes. Cliniquement, l'âge moyen est de 56 ans. L'aspect macroscopique, donc la taille variable, et peut être microscopique jusqu'à 20 cm, avec l'association de contingents solides kystiques, présence de végétation et de remaniement hémorragique et nécrotique. Alors, selon le Carrefour Pathologie 2019, nous avons deux entités ou deux maladies distinctes qui sont le haut grade et le bas grade. Donc, dans l'âge moyen, on note qu'il y a une différence de 10 ans. Le haut grade reste le plus fréquent. Pour la genèse, le haut grade il naît soit de nouveau ou bien à partir d'un carcinome intraépithélial tubaire séreux, tandis que le bas grade naît généralement d'une tumeur séreuse borderline. Nous avons dans le haut grade la mutation du BRCA et du P53, ainsi qu'un profil immuno-P53 muté, tandis que dans le bas grade, c'est une mutation de BRAF et KRAS avec un profil immuno-P53 sauvage. Alors, dans le carcinome séreux de bas grade, l'architecture, donc on retrouve une tumeur séreuse borderline qui est parfois non visible. Et pour l'aspect cytonucléaire, on note l'absence d'atypie et des mitoses qui sont peu nombreuses. Pour l'aspect immuno, donc nous avons un profil P53 sauvage avec un P16 qui est plus ou moins positif. Alors, une note importante, le diagnostic différentiel du carcinome séreux de bas grade se pose avec la micro-invasion dans une tumeur séreuse borderline. Comment les distinguer? Par les amas de contours irréguliers, les amas de grande taille, solides et compacts, la présence de réactions stromales œdémateuses, myxoïdes ou desmoplastiques. Puis nous avons la forme de haut grade. Macroscopiquement, il s'agit de grosses tumeurs, le plus souvent bilatérales, avec un aspect végétant solide, présence de remaniement nécrotique et hémorragique, et une extension à la surface et au péritoine. Alors pour l'architecture, c'est la même architecture que le bas grade. Pour les aspects cytonucléaires, on note la présence de plusieurs atypies et de mitoses. Alors pour le carcinome séreux de haut grade, il se développe directement sur l'épithélium ovarien de surface ou de l'épithélium des kystes d'inclusion corticale ou de l'épithélium de la trompe de Fallope distale. Sa lésion précurseur, c'est le STIC, c'est-à-dire carcinome intraépithélial tubaire séreux. Il ne provient pas d'une tumeur borderline, à la différence du bas grade. Donc l'aspect immuno, nous avons un profil P53 muté et le P16 qui est très fortement positif. Pour récapituler, les tumeurs séreuses sont classées en bénigne, borderline et en maligne bas et haut grade. Donc l'âge, ça varie entre 40 jusqu'à 63 ans. L'aspect macroscopique dans les tumeurs bénignes, c'est une tumeur kystique à contenu clair citrin. Dans les formes borderline, nous avons des excroissances papillaires et polypoïdes. Dans les tumeurs malignes, on a une composante solide qui est importante. Sur le plan microscopique, les tumeurs séreuses bénignes sont caractérisées par un revêtement unistratifié cilié, mais sans atypie nucléaire. La stratification est admise, mais doit être inférieure à 10% de la surface tumorale. Nous avons ensuite la forme borderline caractérisée par des papilles bordées par des cellules ciliées qui ont tendance à se stratifier, mais il n'y a pas de stroma réaction desmoplastique.
Et puis dans les formes malines, dans le bas grade, on a l'absence d'atypie et de mitose. Dans le haut grade, on a plusieurs atypies et mitoses. Pour l'entité tumeur mucineuse, il s'agit d'une prolifération de cellules de mucine rappelant l'épithélium endocervical ou intestinal. Ce sont des tumeurs rares qui présentent 5 à 10% des tumeurs ovariennes. Elles peuvent être soit bénignes, représentant ainsi 80% des tumeurs mucineuses, soit borderline, soit malignes. Dans la différence est l'atteinte de la membrane basale. On note ici que dans les tumeurs mucineuses bénignes, la membrane basale est intacte, tandis que dans les tumeurs mucineuses borderline, on note une pluristratification de la membrane basale, et dans les formes malignes, on note une invasion du stroma avec atteinte de la membrane basale. Pour les tumeurs mucineuses bénignes, appelées aussi cystadénomes mucineux, ce sont des tumeurs à surface externe lisse qui peuvent être volumineuses, présentant des lésions kystiques unies ou multiloculaires à parois minces contenant un matériel filant, épais et visqueux. En microscopie, les cavités sont bordées par un épithélium cylindrique unistratifié régulier mucosécrétant, qui peut être soit de type endocervical, soit de type intestinal. Si l'épithélium de surface rappelle l'épithélium intestinal avec présence de cellules caliciformes, il s'agit alors d'un cystadénome mucineux de type intestinal. Par contre, s'il rappelle l'épithélium endocervical, il s'agit alors d'un cystadénome mucineux de type endocervical. Le cystadénofibrome est une entité à part, une entité bénigne aussi, caractérisée par la présence d'un stroma fibreux prédominant. Pour les tumeurs mucineuses borderline, représentent 15% des tumeurs mucineuses, leur fréquence est diminuée par rapport aux tumeurs séreuses borderline, l'âge de découverte est le plus souvent entre 40 et 49 ans. Elles sont découvertes à un stade localisé. C'est une prolifération abondante papillaire glanduliforme sans invasion du stroma, qui peut être de deux types, soit intestinale, soit de type endocervical ou récemment appelée séromucineuse. Dans le type endocervical ou séromucineuse, l'âge moyen de découverte est de 30%. La bilatéralité est rencontrée dans 40% des cas, tandis que l'extension extra-ovarienne est rare lors du diagnostic. Elles peuvent être associées à une endométriose. En microscopie, elles se caractérisent par une organisation en papilles et en touffe, avec absence de cellules caliciformes, mais présence de cellules éosinophiles de type endocervical. Pas de critères cellulaires ou architecturaux de malignité, et l'inflammation stromale et intraépithéliale est quasi constante. Pour les tumeurs mucineuses borderline de type intestinal, elles sont les plus fréquentes, représentant ainsi 85% des tumeurs mucineuses borderline. Elles sont susceptibles d'être associées à un cancer. L'âge moyen de découverte est de 41 ans, la bilatéralité est rare, alors que l'extension extra-ovarienne est rare aussi. Elles peuvent être associées à un contingent séreux, d'où l'appellation tumeur séromucineuse. L'inflammation stromale et intraépithéliale est quasi constante, ce qui représente un bon signe d'orientation, et le pronostic reste excellent, proche de celui des tumeurs séreuses borderline. En macroscopie, elle se présente sous la forme de lésions multiloculaires kystiques à contenu liquidien ou contenant un matériel filant mucoïde et présence de foyers hémorragiques nécrotiques solides ou papillaires. En microscopie, les kystes et les glandes sont bordées par un épithélium intestinal atypique et présence de nombreuses cellules caliciformes et une pluristratification. Des atypies nucléaires sont discrètes ou peut-être modérées et de nombreuses mitoses sont notées. Elles peuvent être associées à une micro-invasion qui se définit par la présence de foyers de cellules tumorales et eosinophiles de grande taille, isolées ou en amas, au sein d'un stroma réactionnel au contact de lésions mucineuses borderline de type intestinal. À noter que les secteurs d'infiltration ne doivent pas dépasser 5 mm, quel que soit leur nombre. Et la présence de mucine isolée dans le stroma ne signe pas une infiltration. Par contre, elle signe une rupture de kyste. Les tumeurs mucineuses borderline avec carcinome intraépithélial se caractérisent par une architecture en papille complexe sans axe et une image cribriforme ou papillaire.
Les atypies cellulaires marquées, qui représentent un critère diagnostique indispensable, et une pluristratification qui doit être supérieure à 4 couches cellulaires. Les mitoses sont nombreuses et on note aussi une disparition de la mucosécrétion. Donc, pour récapituler et faire la différence entre les tumeurs mucineuses borderline de type endocervical et de type intestinal. Dans le type endocervical, la bilatéralité est présente dans 40% des cas. Elles sont proches des tumeurs séreuses borderline. Elles sont souvent associées à une endométriose et une micro-invasion peut être associée, mais reste rare. Dans le type intestinal, elles sont le plus souvent unilatérales, découvertes à un stade précoce qui est le plus souvent le stade 1. Il faut toujours rechercher un carcinome intraépithélial associé ou une micro-invasion. Dans l'entité tumeur mucineuse maligne primitive, appelée l'adénocarcinome mucineux, c'est une entité rare et qui reste un diagnostic d'élimination. Car devant toute tumeur mucineuse maligne, il faut d'abord éliminer une origine secondaire. Son diagnostic reste difficile, surtout dans la forme expansive. En macroscopie, elle se présente sous forme d'une lésion de grande taille, unilatérale à surface externe lisse, uni ou multiloculaire, rarement bilatérale, solidokystique. Elle peut être hétérogène, d'où la nécessité d'un échantillonnage suffisant. En microscopie, ce sont des tumeurs massives avec atypie franche, une pluristratification, perte de l'architecture et une invasion. Deux formes architecturales sont rencontrées, la forme infiltrative et la forme expansive. Dans la forme expansive, on note que le front d'invasion est constitué de glandes confluentes ou complexes, avec une absence de stroma et des plages tumorales mesurant plus de 5 mm dans ses plus grandes dimensions. Une micro-invasion et un carcinome intraépithélial sont possibles, d'où la nécessité d'un échantillonnage suffisant. Pour le profil immunohistochimique, on note une positivité intense du CK7, alors que le PAX8 CDX2 sont variables et les récepteurs hormonaux sont négatifs. Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec un adénocarcinome endométrioïde avec métaplasie mucineuse, qui est caractérisé par une architecture adénoïde borderline, endométrioïde avec métaplasie malpighienne et un profil immunohistochimique différent caractérisé par la positivité des récepteurs hormonaux et de la PAX8. Pour la forme infiltrante, c'est une forme avec invasion évidente du stroma et présence de glandes irrégulières, d'amas cellulaires ou de cellules isolées, avec une réaction stromale desmoplastique. La taille est supérieure à 5 mm. Et si invasion stromale importante, cela signe une diffusion extra-ovarienne qui signe un mauvais pronostic. Donc, pour faire le point entre l'adénocarcinome de type expansif et de type infiltratif, on note que dans le type expansif, l'architecture est souvent labyrinthique ou cribriforme avec une absence d'infiltration, tandis que dans le type infiltratif, il s'agit de travées et de glandes et avec un stroma desmoplastique. Le diagnostic différentiel d'un adénocarcinome mucineux primitif se pose essentiellement avec les métastases carcinomateuses, que ce soit une métastase du carcinome du tractus digestif, avec une origine colorectale qui est le plus souvent rencontrée, ou une origine endocervicale, se pose aussi avec une tumeur de Sertoli éleidique à contingent hétérologue mucineux, avec des métastases d'une tumeur appendiculaire ou une tumeur neuroendocrine mucineuse. Donc, il faut toujours penser à une tumeur mucineuse d'origine secondaire devant une tumeur bilatérale, homogène, de petite taille plurinodulaire, avec extension dans le île, dans le mésosalpinx et présence d'emboles, des localisations extra-ovariennes et aspects microscopiques orientant vers l'origine primitive, d'où la nécessité d'une confrontation anatomoclinique. Donc le carcinome mucineux métastatique, c'est une entité rare. Il peut être d'origine soit colorectale, soit appendiculaire, soit gastrique, soit pancréatobiliaire ou endocervicale, avec des aspects histologiques variables. Dans l'origine sigmoïde, dans l'origine colique, on note une présence de nécrose et un profil immunohistochimique caractéristique, avec une négativité de la CK7 et une positivité de la CK20 et la CE monoclonale.
L'origine gastrique, il s'agit le plus souvent d'une tumeur de Krukenberg ou de cellules indépendantes en bagage à temps. Ici, le profil immunohistochimique n'est pas spécifique car il peut avoir plusieurs combinaisons. L'origine pancréatique peut être rencontrée aussi avec une présentation clinique similaire à une tumeur ovarienne primitive et un profil immunohistochimique peu spécifique. L'origine endocervicale se présente avec un aspect d'une tumeur mucineuse borderline et un carcinome intraépithélial. On note une positivité de la CK7 et une forte immunoréactivité diffuse pour la P16. C'est pour cela que le panel conseillé pour faire la différence entre une origine primitive et une origine secondaire est le CK7, CK20, PAX8, CDX2, SATB2. À noter que le couple CK7, CK20 permet de distinguer entre une tumeur ovarienne primitive et métastase colique, tandis que le PAX8 est peu sensible et le CDX2, SATB2 est peu discriminatif. Donc, à retenir qu'une tumeur mucineuse maligne d'origine secondaire, il faut toujours y penser. Il faut toujours avoir recours à la clinique. La bilatéralité et la petite taille et l'atteinte péritoniale est un signe qui oriente vers une tumeur mucineuse maligne d'origine secondaire. L'histologie et l'immunohistochimie. Si homogène, il faut penser à une métastase. L'immunochimie peut être peu performante. Le couple le plus utilisé est le CK7-CK20. Le PAX8 est spécifique mais reste peu sensible. Passons à présent aux tumeurs endométrioïdes. Ce sont des tumeurs qui ressemblent étroitement aux tumeurs stromales du corps utérin. Elles sont rares car elles représentent seulement 5% des tumeurs ovariennes et seulement 20% des cancers ovariens. Alors la première entité, ce sont les tumeurs bénignes. On a soit le kyste endométriosique qui se présente sous forme d'une forme kystique d'endométriose. L'aspect macroscopique est celui d'une masse kystique au contour irrégulier, présentant des remaniements hémorragiques avec un contenu chocolat. L'aspect microscopique, c'est un kyste bordé d'un épithélium de type endométrial, entouré de stroma endométrial vascularisé. On a également le cystadénome et adénofibrome endométrioïde. L'aspect macroscopique est celui d'une tumeur kystique plus ou moins associée à un contingent solide. L'aspect microscopique, il s'agit d'une tumeur kystique tapissée par un épithélium endométrioïde. On a la présence possible de cellules ciliées ou de mucines, mais il n'y a pas d'atypie, pas d'architecture complexe et pas de chorion cytogène. À noter que si on a présence de stroma fibreux assez abondant, il faut penser à un adénofibrome endométrioïde. Deuxièmement, on a les tumeurs borderline. Ce sont des tumeurs solides ou kystiques, composées de glandes et tapissées par des cellules de type endométrioïde atypiques, sans invasion stromale et ou de glandes confluentes. Elles sont rares et sont souvent apparues sur des lésions d'endométriose. L'aspect macroscopique, elles sont le plus souvent unilatérales, présentant une couleur gris jaunâtre avec des zones kystiques et solides et des remaniements hémorragiques ou nécrotiques sur les grosses tumeurs. L'aspect microscopique, le plus souvent il s'agit d'un adénofibrome borderline, se traduisant par une prolifération épithéliale analogue à celle observée dans les hyperplasies atypiques de l'endomètre. On note une activité mitotique qui est basse, avec une métaplasie squameuse fréquente et des foyers de nécrose. Le deuxième aspect est villo-glandulaire ou bien papillaire, présentant des atypies cellulaires similaires à celles des hyperplasies endométriales atypiques. Et pour le troisième aspect, il combine les deux formes précédentes. Nous avons aussi les tumeurs borderline avec micro-invasion. Donc on note deux critères d'invasion qui sont le contingent glandulaire confluent de moins de 5 mm et la présence de cellules isolées infiltrantes dispersées, de glandes ou de nids de cellules atypiques. Ensuite, nous avons l'entité maligne appelée adénocarcinome endométrioïde. L'âge moyen est entre 50 et 60 ans. Pour l'aspect macroscopique, c'est une tumeur unilatérale et solide, friable, souvent ponctuée de microkystes. Pour la microscopie, il ressemble au carcinome séreux, mais le cytoplasme des cellules est plus réduit et granulaire. À noter qu'il y a une différenciation malpighienne avec présence de macrophages chargés d'hémosidérine. Il y a trois formes, soit la bien différenciée, moyennement ou bien peu différenciée.
Leur profil immunohistochimique, on note le PAC8 qui est positif, un P53 qui est aberrant et des récepteurs hormonaux qui sont fortement positifs. Alors pour le diagnostic différentiel, l'origine ovarienne des carcinomes endométrioïdes reste discutée, car la plupart surviennent par transformation maligne d'une endométriose et non à partir de l'épithélium ovarien de surface. Les critères de distinction entre ces tumeurs primitives et métastatiques se basent essentiellement sur des données clinico-pathologiques. Donc les tumeurs bifocales de l'ovaire et l'endomètre, synchrone ou métachrone, peuvent correspondre à 3 situations différentes. Soit qu'il s'agit d'une métastase d'un cancer endométrial à l'ovaire, soit d'une métastase d'une tumeur ovarienne à l'endomètre, ou bien il peut s'agir de 2 tumeurs primitives, ovariennes et endométriales indépendantes. Donc nous avons des critères qui sont en faveur du caractère métastatique du carcinome endométrioïde ovarien, du caractère primitif, et aussi des critères en faveur d'une tumeur primitive ovarienne ou endométriale indépendante. Ils se basent essentiellement sur l'hyperplasie endométriale, sur l'invasion du myomètre, le caractère uni ou bilatéral de la tumeur ovarienne, l'absence ou non d'endométriose, ainsi que les anomalies génétiques et karyotypiques dans les 2 tumeurs. Pour l'immunohistochimie et la biologie moléculaire, l'immunohistochimie a une valeur limitée en pratique. Le PTN est très fréquemment muté dans les tumeurs ovariennes et endométriales, donc la présence d'un index d'ADN identique dans les 2 tumeurs est en faveur de métastase. Mais au contraire, si les 2 tumeurs ont des index différents, il est probable qu'il s'agisse de 2 tumeurs primitives. Le diagnostic différentiel d'un adénocarcinome endométrioïde se pose aussi avec un adénofibrome endométrioïde borderline, avec un adénocarcinome colique métastatique, avec des tumeurs des cordons sexuels, les tumeurs mullériennes mixtes et la variante endométrioïde de la tumeur Wittlin. Les tumeurs à cellules claires, ce sont des tumeurs à cellules avec un cytoplasme clair d'aspect végétal, riche en glycogène et un noyau faisant souvent saillir dans la lumière glandulaire. Elles peuvent être soit bénignes, qui est une entité rare et représentée presque toujours par des adénofibromes. Les glandes et les kystes de taille variable bordées par un épithélium avec des cellules à cytoplasme clair ou éosinophiles. Elles peuvent être borderline, représentant ainsi moins de 1% des tumeurs borderline de l'ovaire. Elles surviennent le plus souvent en post-ménopause, caractérisées par des glandes et des kystes bordés par des cellules avec atypie cytonucléaire sans invasion stromale. Et elles peuvent être aussi malignes sous forme d'un carcinome à cellules claires qui représente 10% des carcinomes ovariens. Il survient à 50 ans ou 55 ans. Il est le plus souvent associé à une endométriose caractérisée par une architecture papillaire solide et tubulokystique, avec des cellules à cytoplasme clair et des cellules appelées obnales. Dans la macroscopie, il s'agit le plus souvent d'une lésion unilatérale avec présence de kystes uniloculaires à parois épaisses et des multiples nodules charnus jaune-beige. En microscopie, plusieurs architectures peuvent être rencontrées. Ça peut être soit une architecture tubulokystique, soit réticulaire, soit solide, soit papillaire. Les cellules sont le plus souvent polygonales cubiques, aplaties en clous de tapissier ou en bague à chatons. Comme le montre l'image, c'est un carcinome à cellules claires avec une infiltration extensive à cellules rondes. On note la présence de cellules caractéristiques appelées aussi obnales. En immunohistochimie, la cytokératine et l'EMA sont positifs, la CE est positive dans 38% des cas et le WT1 est négatif, la napsine A est positive. Cela pose diagnostic différentiel avec les carcinomes métastatiques à cellules claires qui peuvent être soit d'origine rénale ou digestive avec les tumeurs germinales, soit un dysgerminome, soit une tumeur vitelline. Donc, le diagnostic différentiel de tumeur à cellules claires primitives et un carcinome à cellules claires métastatique qui peut être soit d'origine rénale, soit d'origine digestive, on note l'unilatéralité dans l'origine primitive et la bilatéralité dans l'origine métastatique. Le caractère uninodulaire ou multinodulaire, l'endométriose associée qui se rencontre le plus souvent dans une origine primitive,
avec un stroma lymphoplasmocytaire et un profil immunohistochimique caractéristique avec positivité de la CK7, négativité de la CK20 et la CD10 et les récepteurs hormonaux qui sont positifs. Tandis que dans les formes à cellules claires métastatiques, le profil immunohistochimique caractéristique est celui de CA125 négatif et tandis que les récepteurs hormonaux sont rarement positifs. Le diagnostic différentiel peut se poser aussi avec des avec des tumeurs germinales. Celles-ci surviennent surtout chez l'enfant et la femme jeune, caractérisées par des plages de cellules claires et un profil immunohistochimique caractéristique avec une négativité de la cytokératine et de l'EMA, positivité de l'OCT3 ou 4 et de la CD117. Un autre diagnostic différentiel peut aussi être confondu avec les tumeurs à cellules claires, c'est le carcinome endométrioïde. Donc en morphologie, il faut toujours rechercher des zones typiques de carcinome endométrioïde, rechercher de cellules cylindriques en touche de piano, une métaplasie malpighienne, des glandes de cribriformes, des papilles qui sont non hyalinisées mais grêles et un épithélium cylindrique. À noter qu'il y a une absence de cellules en clous de tapissier. Donc les points importants à retenir concernant les tumeurs à cellules claires sont le carcinome à cellules claires est le type histologique de carcinome ovarien le plus souvent associé à l'endométriose. Son diagnostic est le plus souvent morphologique. Il est caractérisé par la présence de cellules claires ou éosinophiles polygonales avec un noyau en clou de tapissier, agencé en papille épaisse ou en kyste. Le phénotype est immunohistochimique et la WT1 qui est négatif, les récepteurs hormonaux qui sont négatifs le plus souvent. Le HNF1, bêta-marqueur, il est sensible mais peu spécifique. Donc il vaut mieux utiliser la napsine A. Alors pour les tumeurs de Brenner, ce sont des tumeurs rares qui ne représentent que 2% de l'ensemble des tumeurs ovariennes. On commence par les tumeurs de Brenner bénignes. L'aspect macroscopique est celui d'une lésion unilatérale sous forme de petites lésions blanchâtres. L'aspect microscopique, on note la prolifération des nids épithéliaux bien limités de cellules transitionnelles, c'est-à-dire urothéliales, un noyau incissuré, un stroma fibreux qui est plus abondant de type ovarien. Mais parfois on peut trouver un aspect microkystique des amas épithéliaux. Les tumeurs borderline, ce sont des tumeurs exceptionnelles. L'aspect macroscopique est celui d'une formation bourgeonnante dans une lésion kystique. L'aspect microscopique ressemble au carcinome papillaire de bas grade de la vessie. C'est un kyste tapissé par un épithélium transitionnel atypique de bas grade. Le stroma est fibrovasculaire avec une métaplasie malpighienne possible. D'un point de vue immunohistochimique, le P63, le GATA3 sont positifs, tandis que le WT1 est négatif. Et puis on a les tumeurs malignes qui sont très rares. L'aspect macroscopique, c'est une tumeur de grande taille, souvent bilatérale, avec un caractère solide prédominant. C'est une formation bourgeonnante au sein d'une lésion kystique. Et on note aussi la présence de nécrose. L'aspect microscopique est celui d'un carcinome infiltrant de type urothélial associé à un contingent de tumeurs Brenner bénignes ou à la limite de la malignité. La composante invasive est toujours de haut grade de malignité avec des structures glandulaires dispersées. Occasionnellement, on peut trouver des foyers de calcification. Le profil immuno, on trouve le P63 négatif, l'uroplaquine positif, le GATA3 qui est positif avec toujours un WT1 négatif. À noter que les anciens carcinomes à cellules transitionnelles non Brenner ne sont plus individualisés. Ils sont assimilés aux carcinomes séreux de haut grade dont ils partagent les mêmes caractéristiques. Pour les tumeurs séromissionneuses, ce sont des tumeurs rares découvertes à un âge moyen de 35 ans. Elles sont associées à l'endométriose et ont un pronostic favorable. Il peut s'agir soit de tumeurs séromissionneuses bénignes appelées adénofibromes ou cystadénomes séromissionneux, soit de tumeurs séromissionneuses à limite de malignité borderline, soit d'une tumeur séromissionneuse maligne appelée carcinome séromissionneux. Les adénofibromes ou les cystadénofibromes séromissionneux se présentent en macroscopie sous forme d'une lésion unilatérale uniloculaire.
En microscopie, on note l'association de secteurs séreux-ciliés et de secteurs mucosécrétants et un revêtement de type endocervical unistratifié sans atypie. Pour les tumeurs séromucineuses borderline, en macroscopie, ce sont des lésions unilatérales, tandis qu'en microscopie, elles se présentent sous forme, ils ont une architecture papillaire complexe, un revêtement muqueux sécrétant de type endocervical, stratification de nombreuses papilles, des atypies qui sont discrètes et des mitoses qui sont rares, avec un infiltrat de polynucléaires neutrophiles. Le carcinome séromucineux se présente en macroscopie sous forme d'une lésion unilatérale solide kystique. C'est une entité mal définie qui est caractérisée par présence de secteurs papillaires et solides, secteurs infiltrants de type expansif ou infiltratif et un revêtement polymorphe. Mucosécrétant séreux avec présence ou absence de cellules claires, une différenciation endométrioïde ou malpighienne. Le carcinome indifférencié, c'est une entité très rare qui est le plus souvent de souche séreuse ou endométrioïde. Elle est de très mauvais pronostic. Donc, pour récapituler, les tumeurs épithéliales de l'ovaire sont classées en plusieurs catégories. Les types les plus rencontrés sont les tumeurs séreuses et mucineuses. Les tumeurs séreuses bénignes, elles ont un pronostic toujours bénin, même si la stratification épithéliale est inférieure à 10%. Les mucineuses aussi bénignes ont un bon pronostic. Pour les tumeurs séreuses borderline, il y a parfois un risque de récidive ou de transformation en carcinome séreux de bas grade, d'où la nécessité d'une surveillance étroite. Et pour les tumeurs mucineuses borderline, le type intestinal est d'excellent pronostic, mais qui peut être mauvais en cas de maladie gélatineuse du péritoine associée. Le type endocervical est d'habitude d'excellent pronostic. Pour les tumeurs malignes, les séreux leur pronostic est corrélé au stade et le taux de survie à 5 ans est de 80% pour le stade 1 contre 10% pour le stade 3 et 4. Et pour les tumeurs mucineuses malignes, le pronostic est corrélé au stade FIGO et un bas grade et un caractère non rompu de la tumeur signent un bon pronostic. Donc les éléments de pronostic les plus essentiels sont l'âge, le stade clinique, le type cellulaire, le degré de différenciation qui représente le grade, la stratification de la FIGO et la classification selon la classification OMS, la classification cytologique, le volume du résidu tumoral et la négativité ou la positivité des récepteurs hormonaux, marqueurs de prolifération tumorale, le KI67, la pluidie et l'oncogénèse, la présence ou absence de gènes suppresseurs et de réparation. Voilà la dernière classification FIGO qui est sortie en 2018. Pour le traitement, il peut s'agir soit d'une chirurgie qui peut être radicale ou conservatrice, soit d'une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante. Il s'agit le plus souvent de celle de platine, des alkylants, des anthracyclines, qui représentent la chimiothérapie de référence. La radiothérapie a des indications très limitées. On peut aussi avoir recours à une hormonothérapie, à une thérapie génique ou une immunothérapie. Donc la stratégie thérapeutique dépend du taux des marqueurs tumoraux, de l'histologie et de l'extension tumorale. Donc, en conclusion, les tumeurs épithéliales de l'ovaire sont les plus fréquentes des tumeurs ovariennes. Leur diagnostic repose essentiellement sur l'analyse morphologique, parfois complétée par l'immunohistochimie. La caractérisation moléculaire a des implications pronostiques et permet des thérapies qui sont plus adaptées. Et merci pour votre attention. On remercie l'équipe de Casablanca, chapeautée par professeur Kharkouri, pour cet échange interfaculté, faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech et faculté de médecine pharmacie de Casablanca. Et à la prochaine, Inch'Allah, pour les tumeurs non épithéliales de l'ovaire côté Casablanca.